Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean Suzanne, entrepreneur hors pair et mauricien de l'année en 2004. Né à l'île Maurice, il a quitté l'île Maurice à l'âge de 4 ans pour rentrer en 2004 et créer Infinity BPO. Monsieur Suzanne, parlez-nous un peu de votre parcours avant votre retour à l'île Maurice. Avant le retour à Maurice, les choses étaient exclusivement orientées sur la France, puisque, comme vous le rappeliez en ce tout début d'émission, mes parents ont émigré pour des raisons économiques évidentes juste après l'indépendance en France. Je suis né en 69, papa est parti en France dans la foulée, en 1970, j'avais à peine 1 an, et maman l'a suivi dans l'année qui a suivi. De là, une enfance tout à fait heureuse et d'ailleurs très structurante pour moi. Jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai vécu avec ma grand-mère et mon grand-père maternel dans les faubourgs de Rosil, un petit endroit qui s'appelle Plaisance, rue la Reine. Et donc, à l'âge de 4 ans, mes parents avaient mis assez d'argent de côté pour venir me récupérer, me chercher et m'emmener en France. Donc voilà. Donc, à l'âge de 4 ans, j'arrive en France. Scolarité somme toute normale, et on passe tout notre temps là-bas. J'ai grandi là-bas et j'ai fait l'intégralité d'ailleurs de mes études en France. Mais vous avez étudié à l'université, vous avez fait le génie. Ça a dû être difficile à cause de votre background. Vous venez d'un milieu assez modeste et vous avez eu cette intention de vous améliorer dans la vie. D'où vient ce désir d'amélioration? En fait, j'ai fait une formation, je suis un pur produit de l'enseignement scientifique français. J'ai un diplôme d'ingénieur d'État en France et une maîtrise en économie. D'où vient ce désir de faire des études? De mes parents. Mes parents ont toujours été convaincus de quelque chose, c'est que l'issue à ce qui pouvait être une certaine situation sociale effectivement difficile était l'enseignement et l'éducation. Et ils nous ont toujours poussés, ma jeune sœur et moi-même, dans cette voie. Donc ça nous semblait évident, inéluctable, il fallait faire des études, et on a toujours tout fait pour qu'on fasse des études. Donc je dirais principalement de la conviction de mes parents, qui ensuite a été le relais de notre motivation. Et quand vous étiez à Paris, est-ce que vous avez eu une jeunesse assez difficile ou est-ce que vous vous êtes intégré rapidement à la société parisienne? Non, aucun problème d'intégration. Je vous dis, moi je suis né, la première fois que je suis allé à l'école en France, c'était déjà la maternelle. Donc les frottements étaient très simples. Il n'y a jamais eu de complications particulières, tout au moins au niveau social. On a été très vite intégrés. C'est pas pour autant qu'on était français. Par contre, hein, on a toujours gardé chez nous de manière très forte et très présente cette âme, cette culture, cette identité mauricienne. Mais ce n'était valable qu'une fois qu'on avait franchi la porte de notre appartement, à l'intérieur. À l'extérieur, on se comportait, on s'attachait à s'intégrer le plus possible, autant que faire se peut, à la société française, qui nous accueillait et qui nous recevait. Alors, en quoi consistait cette culture créole, métisse, si vous voulez, à l'intérieur de l'appartement? Qu'est-ce qu'on faisait qui était mauricien à Paris? Alors, à Paris, en l'occurrence en France, on n'est ni créole, ni tamil, ni hindou, ni quoi que ce soit, on est mauricien. Donc chez nous, on était avant tout mauricien. Et les notions de mauricianisme qui sont les miennes aujourd'hui sont exclusivement des notions qui me remontent à cette période-là. Les éléments différenciateurs et les éléments plus discriminants sont apparus lorsque je suis, entre guillemets, revenu à Maurice, puisqu'on n'a jamais vraiment quitté, c'est pour ça que je mets des guillemets à ce retour à Maurice, en 2004, lorsqu'il a fallu m'identifier ou essayer de me cataloguer avec une étiquette un petit peu plus ethnique, en l'occurrence créole, qui serait potentiellement à discuter d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qui faisait notre mauricianisme en France? C'était tout ce que peut véhiculer la langue déjà. On a toujours parlé créole à la maison, très clairement. Oui. On a toujours mangé mauricien à la maison.
Et on est toujours resté le plus en contact possible avec notre famille, avec des amis. On était abonnés à tous les quotidiens mauriciens qu'on allait chercher quasiment religieusement tous les samedis dans les petites boutiques qui nous alimentaient dans nos denrées mauriciennes. Et on n'oubliait jamais de prendre le journal sous le coude. Alors, armé d'un diplôme, de 2 diplômes, à l'âge de 36 ans, vous rentrez au pays natal, comme Césaire, retour au pays natal. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir ici et à créer cette magnifique entreprise qui a tant de volets, qui embauche plus de 600 personnes de nos jours, et vous avez commencé avec 40 personnes, je pense. Tout à fait, oui. Alors, expliquez-nous un peu l'historique, si vous voulez, d'Infinity. Étonnamment, l'historique est exclusivement professionnel. C'est-à-dire que avant Infinity, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un parcours professionnel qui m'a très vite conduit à monter mes propres entreprises. Et en 2003, je me lance dans une nouvelle aventure, je rachète une entité et je me lance dans une nouvelle aventure qui doit me pousser dans le monde de l'offshore. Mais je viens du monde du développement informatique, je ne viens pas du monde du call center, qui est la facette par lequel on me connaît le plus à Maurice. Je viens du monde de l'ingénierie, du développement informatique. Et mes entreprises intervenaient principalement dans ce secteur-là. Et là, il y avait une tendance internationale qui devait nous pousser à regarder ce qui se passait à l'étranger, dans certains spots capables d'accueillir des phénomènes de délocalisation de la production informatique. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir un peu plus les yeux. Et dans les différents lieux où on pouvait produire ces services, Maurice en faisait partie. Donc il était évident, tant pour moi en tant que Mauricien que pour mes collaborateurs de l'époque qui me savaient Mauricien, de regarder un tout petit peu plus quand même ce qui pouvait être fait à Maurice. Donc on avait longtemps hésité entre mettre en place un centre de production au Maroc, et très rapidement dans la liste, Maurice apparaissait. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus regardé Maurice. Aujourd'hui on en est ravis, mais je dirais que ça a quand même été dicté par des éléments très techniques et chiffrés qui laissait entendre que Maurice était un spot de production tout à fait crédible par rapport au développement business que nous souhaitions mettre en place. Quelques relations, quelques contacts ont fait le reste et Infinity s'est implanté dans la cybercité en mars 2004. Alors, vous êtes la plus grosse boîte, si on peut dire, de BPO à l'île Maurice. Et d'où vient ce mot BPO et d'où vient ce nouveau vocabulaire qui est entré dans le monde des affaires tout d'un coup au cours des années 2000? Parce qu'on n'avait pas parlé de BPO avant 2000. Et alors, ça vient d'où ça? C'est une idée américaine, française, européenne? Alors, deux choses. Déjà une identification du mot. BPO se tient pour Business Process Outsourcing. Voilà, externalisation. Externalisation des process de l'entreprise, en gros. En quoi cela consiste? Ça consiste à identifier au sein d'une entreprise quelles sont les procédures qui peuvent être produites à l'extérieur de l'entreprise. Et une fois qu'on a passé les murs dans l'entreprise, l'idée est ensuite d'aller vers éventuellement une amélioration de la qualité, mais au moins une stabilisation de ce niveau de prestation qu'on avait avant, et idéalement d'aller chercher un niveau de production, de prix de production inférieur. D'où la chance de certains pays en voie de développement de se positionner sur ce marché extrêmement intéressant, puisque, et c'est le deuxième volet de l'explication qu'il faut donner, c'est que les Européens, face à ce fameux marché américain, ont eu, pour des raisons évidentes, à développer une capacité à produire moins cher. Produire moins cher nécessite donc trouver des sources de production moins chères. Les États-Unis ont trouvé un backbone extraordinaire pour eux pour le faire, c'était le marché indien. Voilà. Ce qui a été un élan fort, bien sûr, au développement d'ailleurs de l'économie indienne sur les 10 dernières années. Le marché européen, avec 4-5 ans de retard, a eu la nécessité, compte tenu de cette compétition forte, de trouver également des lieux pour produire leurs process à moindre coût. Parmi les différents spots, donc on va retrouver certains pays d'Afrique du Nord, quelques pays d'Afrique noire et Maurice. En gros, il a suffi pour l'Europe de se tourner, ce qui est très intéressant d'ailleurs, sur son histoire et l'histoire des colonisations, pour voir, puisque c'est un élément discriminant fort, quels sont les pays qui parlaient la même langue qu'eux. Donc, pour les Anglais, ça a été plus compliqué, puisqu'ils se sont retrouvés en compétition avec les Américains, mais pour la France, ça a été un boost extraordinaire,
puisqu'il suffisait de regarder l'histoire de la colonisation et de voir où la France avait installé une culture française, la langue française, etc. Et Maurice, je crois, avait une carte intéressante à jouer. Des points sur lesquels combattre, mais aussi des atouts significatifs et majeurs à mettre en œuvre. Vous voulez dire que les salaires sont plus bas, les connaissances linguistiques sont plus grandes et il y a aussi des connaissances techniques. Lequel de ces facteurs, en fait, est le plus important pour vous? L'équation est plus compliquée que ça, si je peux me permettre. La dimension culturelle est très importante. On ne peut pas produire en français seulement sur des bases linguistiques. Il faut que culturellement, au-delà de la langue, il y ait un minimum de background culturel. À ce titre, à Maurice, il y a une approche culturelle qui est où la notion occidentale est de plus en plus forte, est intéressante, et donc le schéma de pensée mauricien se marie très bien avec le schéma de pensée européen et français, par ailleurs. Donc il n'y a pas de grosses complications en réalité. Il y a quelques corrections au niveau linguistique, etc., mais qui ne nous posent vraiment aucun problème. Une de nos filiales, Infinity Training, s'en occupe très bien, et ces quelques erreurs de registre qui peuvent apparaître ou de non-sens sont vite gommées et corrigées. Là où les choses sont extrêmement intéressantes, c'est que justement, on s'aperçoit qu'en l'espace de quelques semaines, on arrive à des niveaux de prestation sinon supérieurs, au moins égal à ce qui peut être produit en France. C'est vrai. Ce qui est très intéressant, à plus de 10 000 km d'écart. Donc c'est une approche très intéressante. Et c'est bien la preuve qu'il y a un background derrière, et qu'il y a un travail de fond qui est là, il y a un potentiel évident qui est là, et qui laisse entendre que les Mauriciens sont tout à fait aptes à intervenir sur ces prestations-là. C'est une partie de l'équation, mais ça ne suffit pas. L'inverse doit être vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un accent, il subsiste toujours un petit goût, j'ai envie de dire, qui laisse entendre à l'interlocuteur qui est en face, qui lui est français ou européen, que tiens, cette voix est entre guillemets étrangère. Exotique. Exotique est un mot qui sied bien effectivement à ce contexte. Et là, on a un avantage, c'est que l'identité de Maurice sur le marché européen est très flatteuse, est très intéressante. Il y a une dimension glamour qui a été vendue et survendue par le tourisme mauricien. Maurice a été identifié par ce côté très carte postale, qui est très plaisant, qui est très charmant. Et la culture mauricienne est très plaisante pour les Mauriciens. Il y a une certaine communauté d'expatriés mauriciens vivant par exemple en France, qui est une communauté qui s'est très bien intégrée, qui vit très bien là-bas. À cause de la langue ou à cause de la culture? À cause de la langue, à cause de la culture, Oui. à cause de la façon de vivre des Mauriciens, peut-être, tout simplement, de leur façon d'être. Ce sont des gens qui ne causent aucun problème. Il n'y a pas de problème d'intégration de Mauriciens à Paris, en France, et en Paris en général. En particulier, pardon. Ce sont des faisceaux qui laissent entendre que, du coup, quand vous avez un appel et que la personne vous demande, tiens, vous avez un petit accent, d'où m'appelez-vous? Si par hasard vous répondez, je viens de Maurice, la réaction sera toujours beaucoup plus positive que, nous l'avons constaté, que si l'appel est passé d'autres destinations. Ou, par exemple, l'histoire et le poids de l'histoire entre la France et ces pays-là est plus lourde. Le poids de l'histoire entre la France et l'Afrique du Nord est plus lourde que le poids de l'histoire entre la France et Maurice. Et ça se traduit dans notre business, ça se traduit de manière très claire, et ça se traduit par des notions de productivité, de performance commerciale, business et technique. Donc Infinity BPO est essentiellement francophone. Est-ce que vous imaginez, vous envisagez qu'Infinity va se tourner vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne, vers des pays anglophones à l'avenir? Alors, pour tout vous dire, c'est déjà une réalité. Environ 15% de la production se fait en langue anglaise, vers le Canada et les États-Unis, par exemple. Sachant que notre clientèle n'est pas ni canadienne, ni américaine, elle vient servir les intérêts de grands groupes français qui, eux, par contre, ont des activités à traiter dans ces pays-là. Il y a un principal inconvénient qui empêche le marché mauricien d'adresser ce marché anglophone, c'est, comme je le citais au début, la compétition et la concurrence que nous avons face notamment au marché indien, qui a pour cœur de cible les États-Unis. Sauf que les Indiens sont beaucoup plus nombreux, n'est-ce pas? Si on est on compare 1 400 000 habitants à plus d'1 milliard,
en Inde. Donc il y a un effet de masse qui est incommensurable. Et il y a un effet de prix. Lorsque nous vendons une prestation horaire et par position aux alentours de 14 € de l'heure, cette même prestation se vend à 6-7 $ de l'heure en Inde. Donc comment être compétitif sur un marché comme celui-ci? Avec en plus, et je souhaite remettre en évidence à ce niveau-là la dimension culturelle, il y a une approche culturelle entre l'Inde et les États-Unis beaucoup plus proche que celle qui pourrait lier, à mon sens, Maurice aux États-Unis. Vous demandez à un Américain où se trouve Maurice sur une carte, je ne suis pas sûr que vous ayez toujours la bonne réponse. C'est vrai. Pour peu que vous ayez une réponse. Vous demandez à un Américain où se trouve l'Inde, vous aurez déjà plus de chances. Et l'inverse est vrai. À savoir, vous demandez à un Indien, est-ce qu'il a plutôt envie d'aller travailler aux États-Unis ou plutôt travailler en Europe? Vous êtes convaincu comme moi qu'il ira naturellement travailler aux États-Unis et pour le marché américain plutôt que vers le marché européen. Et ce pour des raisons culturelles évidentes. Là encore, le poids de l'histoire a joué beaucoup. Vous êtes donc historien, vous aimez l'histoire. Et quelles sont les qualités personnelles et professionnelles que vous recherchez chez les jeunes qui viennent travailler pour Infinity? Un sens, je dirais un sens aiguisé du service. La notion de service est extrêmement importante. L'une des premières choses que l'on apprend à nos collaborateurs, c'est un élément fondamental qu'est la notion de client. Qu'est-ce qu'un client? Lorsqu'on apprend ça, je pense qu'ensuite on peut se débrouiller n'importe où. Donc la première chose sur laquelle nous formons nos équipes, c'est ça. Voilà ce qui est un client, voilà pourquoi les entreprises utilisent les clients, des fondamentaux, des choses de base. On vend une prestation, ça sous-entend qu'il y a un client derrière et que ce client a besoin d'un service. Et c'est pour ça qu'il vous paye. Et à toutes les strates de l'entreprise, on doit penser à ça. Tout le monde doit être orienté vers le service du client. Et l'entreprise dans sa globalité, toutes les sociétés du groupe Infinity sont orientées vers cette notion de client. C'est des éléments fondamentaux. S'associent à ça des notions de goût de la performance, du challenge, des qualités personnelles dans le relationnel, ça me semble indispensable, des qualités linguistiques évidentes, en termes de communication, il faut aimer les métiers de communication, on fait du service, et ne pas rechigner au travail, puisque nous intervenons sur des secteurs qui sont très demanding, en termes de performance, en termes de nombre d'heures de travail, d'énergie à investir dans ce schéma-là. Donc, il faut aimer travailler et il faut avoir une ouverture d'esprit qui vous permette vraiment de vous mettre au diapason des nouveaux standards de travail international. Et est-ce qu'il y a un turnover de staff? Est-ce qu'ils partent, ils vont, ils viennent? Ou est-ce qu'ils restent fidèles à Infinity? Alors, si on parle de la partie call center, puisque les gens retiennent principalement cette partie call center, mais j'espère l'occasion de vous préciser que nous n'avons pas que cette activité de call center, même si c'est la plus consommatrice de main-d'œuvre. Sur cette partie call center, effectivement, il y a un turnover naturel qui est de l'ordre de 9%. C'est-à-dire que l'on renouvelle nos effectifs tous les mois d'environ 9%. Donc on est en permanence en phase de recrutement, on est en permanence en phase de formation, de réintégration et de montée en puissance. Ceci étant, plus de 20% de l'effectif reste dur et perdure. Quelques chiffres à ce titre. Nous venons de fêter notre 5e année. On s'apprête à faire une grande photo de famille. Et dans la grande photo de famille, il y a 60 personnes qui sont tous maintenant dans l'encadrement, à une ou deux exceptions près, qui étaient là le premier mois. Puisque justement, l'une des forces aussi de notre entreprise, c'est sa capacité à développer l'individu. Et on s'y est toujours attaché. C'est-à-dire qu'on rentre tous, avec beaucoup d'humilité, au même niveau. On est téléagent, mais par contre, en fonction de votre potentiel, de l'énergie que vous y mettez, l'entreprise le reconnaît et vous fait évoluer au fur et à mesure. Donc, ce sont par définition des gens qui sont restés très fidèles à l'entreprise. La moyenne est de passer 2 ans et demi au sein de l'entreprise et ensuite d'évoluer. Et ils apprennent beaucoup de choses de vous pour aller utiliser cette expertise ailleurs. C'est un élément macroéconomique assez incontournable. Dans tous les pays qu'on a pu observer où s'implanter ce genre d'industrie, en général, le leader forme pour le pays. Donc on a, nous, cette capacité, on le fait, nous le développons. Nous formons plus de 200 personnes par mois au travers de notre structure Infinity Training. Les meilleurs intègrent Infinity
Je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais en tout cas, on retient certains profils qui nous plaisent et qui sont plus en phase avec nos standards de production. Mais on retrouve d'autres personnes qui ensuite évoluent dans différents secteurs, pas seulement d'ailleurs dans le secteur du BPO et des call centers. On en retrouve dans tous les métiers où vous avez une relation client directe. Comme je vous le disais, l'une des premières choses qui est apprise chez nous, c'est qu'est-ce qu'un client. Et lorsque vous avez compris ce qu'était un client, vous travaillez dans le domaine bancaire ou de la distribution ou de l'hôtellerie et autres, vous avez appris l'essentiel. Vous êtes là pour répondre aux besoins d'un client dans un schéma et dans une logique économique. Alors, vous avez un autre volet à cette entreprise, c'est Infinity Engineering. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites et quelles sont vos activités dans ce domaine? Alors, c'est une entreprise qui est très mal nommée en fait, puisqu'elle ne devrait pas s'appeler Engineering, mais plutôt Software Development ou IT Development, puisqu'elle vise à produire du développement informatique et des solutions d'ingénierie informatique dans le schéma de l'offshore. Donc, c'est une activité qui est restée embryonnaire pendant très longtemps, puisque il y a une raison à cela, c'est que les marchés cibles que nous visions, qui sont ces marchés européens, n'étaient pas encore prêts à accueillir et à recevoir ce type d'offres. Aujourd'hui, on constate que le marché est mûr pour cela, et nos activités sont en pleine phase de développement sur cet axe, où en plus de nos activités de call center, de traitement de la voix, nous faisons de plus en plus de traitement de données et de traitement de prestations informatiques. Donc Infinity Engineering a cette vocation et intervient dans ce secteur pour développer ce que l'on appelle, et que l'on va voir apparaître de plus en plus sur ce marché, la notion d'infogérance. C'est-à-dire que l'on intervient ou pour faire de la tierce maintenance applicative, ou pour faire du développement spécifique sur certains organes informatiques de certaines entreprises, en les accompagnant avec la même logique, à savoir vous produisez à moindre coût un niveau de prestation qui vous coûterait trop cher, plus cher en tout cas, à produire sur le marché européen. En fait, vos activités sont très polyvalentes, c'est-à-dire que vous êtes en même temps directeur de cette grosse boîte, de cette grande entreprise, vous êtes conseiller du Premier ministre. Quelles sont vos responsabilités en tant que conseiller du Premier ministre? Je crois que le Premier ministre s'intéresse à deux choses. D'une part, effectivement, il est évident que le marché des TIC est un marché d'avenir pour des pays comme le nôtre. Donc c'est un axe de développement fort qu'il ne faut absolument pas négliger. Je vous le rappelle au passage, plus de 10 000 emplois aujourd'hui existent à Maurice dans ce secteur. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif, que personne ne peut négliger, ni lui, ni aucun ministère. Donc ce gouvernement est très orienté là-dessus. Donc on a effectivement l'occasion d'en discuter et on y travaille de manière cohérente. Je crois que le deuxième axe n'est pas à négliger non plus, c'est simplement le message qui est à passer d'un point de vue purement social et que j'ai accepté de véhiculer et que j'assume pleinement. C'est parfois difficile d'ailleurs, parce qu'il y a des revers à cela, mais c'est cette notion de rôle social qui laisse entendre qu'on peut être né dans un environnement pas forcément favorable et arriver à faire quelque chose dans le domaine de l'entrepreneuriat à Maurice, partant de rien. Sans avoir un background, sans avoir un appui familial ou autre. Ce secteur le permet et ce pays veut, je crois, permettre à n'importe quel enfant, n'importe quel jeune homme ou jeune fille mauricienne de réussir aussi sa vie professionnelle. Je crois que le Premier ministre a apprécié et a regardé avec un regard particulier ma petite histoire qui lui a plu et qui lui a dit, s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour démultiplier cette solution? Jean-Suzanne, vous êtes en fait humaniste. Vous avez cette vision de la société mauricienne qui va s'améliorer, qui va être plus égalitaire, qui va être mieux équilibrée. Est-ce que ça vous intéresse de faire de la politique ou est-ce que vous pensez que là où vous êtes, vous faites beaucoup de travail dans cette direction? Question très intéressante, bien sûr. J'ai accepté ce rôle de conseiller du Premier ministre suite à plusieurs conversations et discussions, mais avec un déclic qui est venu d'un ami qui m'a dit « Toi qui as une dimension sociale si développée, nommez pas le fait que l'état le plus abouti du social, c'est le politique.
et que tu pourras toujours t'acharner à faire du social, la meilleure façon de le faire, c'est de faire du politique. Et cette notion très noble, parfois oubliée, souvent oubliée, du politique, j'avoue que moi-même, je l'avais un peu oubliée. Et ça, plus les hommes et les femmes avec qui je commençais à discuter, qui sont aujourd'hui donc au sein de ce gouvernement, m'ont convaincu qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait garder espoir. Certes, le monde politique est plus compliqué que cela, mais n'omettons pas le fait qu'il y a du vrai dedans. En tout cas, moi, j'en suis encore convaincu. C'est pas simple, c'est difficile, c'est compliqué tous les jours, mais je continue à croire là-dedans, dans la réalité que chaque citoyen doit avoir pour faire avancer la cité, au sens fondamental. C'est un engagement civique. C'est un engagement civique à laquelle je m'astreins. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas jeter l'éponge, je veux continuer à croire que chaque citoyen doit avoir sa contribution et s'attacher à améliorer les choses. Et j'entends chez vous un citoyen mauricien plutôt qu'un citoyen du monde. Pourtant, votre société s'appelle Infinity, c'est-à-dire c'est global, c'est international. Alors, comment réconcilier ces deux citoyens chez vous, disons? De façon très simple, en réalité. En tant que Mauricien ayant grandi à l'étranger, vous êtes un éternel exilé, hein, pour reprendre un roman que j'aime beaucoup de mon ami Gilles Bérani, Exil. Je crois qu'on est tous éternels exilés. Et dans le contexte mauricien, n'oublions pas qu'il y a plus de 200 ans, à peine 200 ans de ça, il n'y avait aucun Mauricien. On est tous le fruit d'une immigration. Donc on est à la fois d'ici, à la fois d'ailleurs et en permanence. Et lorsque vous avez passé l'essentiel de votre enfance à l'étranger en essayant de concilier une réalité française et une réalité mauricienne, vous apprenez vite que de toute façon, tout ça c'est assez uniforme et que la réalité, elle est surtout en vous-même. La richesse, elle est en vous-même. Jean-Suzanne, merci d'être venu nous parler de vos ambitions, de votre vision, de vos activités. Je sais même que vous êtes propriétaire de chevaux, que vous vous intéressez au concours hippique. Donc, vous êtes un homme universel. Et j'espère que vos activités, votre nouveau bâtiment, vont aboutir à d'autres activités qui vont vous permettre justement d'utiliser la langue anglaise un peu plus. Et merci d'être venu aujourd'hui pour notre émission. Merci de cette invitation. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.